Donc sur les mesures stationnaires des V et LMC, c'est un travail en commun avec cette petite équipe de 4. Il y a un temps peut-être déraisonnable qu'on travaille là-dessus. En fait, on a mis du temps à dégager deux espèces de petits concepts dont je vous parle aujourd'hui et qui nous ont permis d'arriver à un énoncé qu'on aurait rêvé plus général et plus joli que celui-là. Mais vous allez voir ce qu'on a réussi à dire sur cette affaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de Markov de longueur variable? On part d'un alphabet auquel on se tiendra. Ça pourrait être autre chose que 0,1, mais aujourd'hui, c'est 0,1. Et ce qu'on appelle une VLMC, c'est une source probabiliste, c'est-à-dire qu'on tire des lettres aléatoires, x0, x1, x2, dans l'alphabet. Et ces lettres, on les voit comme étant des lettres finales d'un mot infini à gauche. Donc on part d'un mot infini à gauche, U0. X0, c'est sa lettre finale. Et puis on tire x1, x2, x3. On fait pousser ce mot U0, qui était ce mot initial, et puis on lui rajoute derrière une lettre x1, puis une lettre x2, puis une lettre x3, voilà. Alors je vais vous raconter comment on fait pousser cette chose-là. Les mots infinis, donc cette suite de mots infinis à gauche qui poussent par ajout d'une lettre à droite, ça pousse de manière markovienne, c'est-à-dire que la loi de la lettre suivante, la loi de alpha connaissant un, est une fonction de un. Donc la suite de mots infinis à gauche, la suite un de mots infinis à gauche est une suite markovienne. Et cette fonction de un n'est pas n'importe laquelle. Là, c'est ce qui justifie le VL, de longueur variable. C'est que cette probabilité conditionnelle-là est une fonction d'un suffixe de un. Un est donc ce mot infini à gauche, dans ce sens, et on va lire un suffixe de longueur finie. Pas variable, de longueur variable, mais finie, non bornée. Par exemple, imaginez qu'une fois votre suite un donnée, votre mot infini à gauche un donné, la loi de la lettre suivante dépend simplement de la longueur du dernier run de 0 de un. Voilà, ça pourrait dépendre de la longueur du dernier run tout court, de 0 ou de 1. Ça pourrait dépendre du dernier motif, un run de 0, puis un run de 1, et puis ensuite on ne sait pas quoi. Voilà, ça peut dépendre d'à peu près n'importe quoi, pourvu que ce soit un suffixe fini de un. Donc voilà ce que c'est qu'une VLMC. Alors ça pourrait n'être que des zéros, bien sûr. Si par exemple on part de... Oui, tu contestes le fait que ce soit un suffixe fini, c'est ça? En effet, on pourrait partir en imaginant qu'on regarde le dernier run de 0 et que la mesure initiale, que tout à fait au début, on parte d'un mot infini qui soit le mot 0, 0, 0, 0, 0, que des zéros. Alors en effet, on va être obligé d'aller chercher une proba particulière, d'aller cette fois lire le suffixe tout entier. Mais on verra que dans la recherche de milieu stationnaire, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ces événements-là sont de probabilité nulle. Oui, on pourrait. J'avais décidé de ne pas. Non, c'est un certain Rissanen, je crois, qui a inventé ces trucs-là pour faire de la compression des données dans les années 70, si j'ai bien compris. Et les biologistes s'en sont saisis aussi depuis. Voilà, il y a plusieurs motivations qui viennent de l'algorithmique, donc de la compression des données, de la biologie, d'autres choses encore, je crois. Alors, pour définir une VLMC proprement, on a besoin d'un arbre binaire saturé. Binaire, je vous passe. Cet arbre, il est même enraciné. Saturé, ça veut dire que tous les nœuds ont pour valence 0 ou 2. On a 0 enfants ou 2 enfants, voilà ce qu'on appelle saturé. Donc voilà un arbre saturé. Et on équipe chacune des feuilles de cet arbre. Les feuilles d'un arbre comme ça, on appelle ça des contextes. Dans le contexte des VLMC, ce qu'on appelle un contexte, c'est une feuille de l'arbre. Je suis sûr d'avoir déjà posé cette question une fois, mais peut-être que j'ai oublié la réponse. Tu as une hypothèse sur
la masse de feuilles... 30 secondes. Un transparent et demi, je te parle d'une hypothèse. Il y a des hypothèses, oui. L'arbre ne doit pas être trop gros. Dans quel sens ils sont écrits? Moi, j'écris toujours de droite à gauche. De gauche à droite, plutôt, comme ça. Parce que là, c'est pas faire meilleur type, parce qu'on n'est pas en train de faire des lettres. Non, non, là, par exemple, regarde le mot que j'ai écrit ici, là, le mot 001, c'est 001, 011. Ça correspond au suffixe 0, 0, 1, 0, 1. Non, quand je lis de gauche à droite, c'est 0, 0. Il dit il anticipe sur la suite comme quand tu vas vouloir définir les... Tu peux anticiper si tu veux, mais pour La l'instant... question, c'est est-ce que ça correspondra au suffixe... Attends 30 secondes aussi. Repose-moi la question dans 3 minutes. Pour l'instant, je prends un arbre que je numérote canoniquement, comme vous en avez l'habitude tous les matins. Voilà. Et les feuilles de cet arbre-là, on appelle ça des contextes. Chaque contexte est équipé d'une loi de proba sur l'alphabet, qu'on indexe par ce contexte-là. Donc voilà, j'en ai dessiné quelques-uns. J'en ai dessiné un ici, un là, mais chacune des feuilles est équipée d'une loi de proba sur 0,1, d'une brave Bernoulli. Voilà. Et j'ai écrit pour mémoire ce petit 3. Si on veut réaliser une chaîne de Markov, on part d'une mesure initiale sur ce mot infini à gauche U0, et ensuite, on fait tourner le processus comme ça. Alors, pour savoir comment est-ce qu'on définit cette probabilité conditionnelle, donc vous avez votre mot UN, que je reprends ici. Vous avez votre mot UN, qui est infini à gauche, comme ça pour vous. Vous le prenez par le bec, comme ça, et puis vous le suspendez. Là, il pendouille lamentablement, je le prends par sa dernière lettre, vous le suspendez, et une fois que vous l'avez suspendu, vous l'insérez dans l'arbre, selon son code canonique. Je disais que c'est ce mot UN qui est ici, voilà, je le prends par sa tête, et puis je le laisse pendouiller, et je l'insère dans l'arbre selon son code canonique. Donc le mot UN que j'ai dessiné, je le pends, ça fait 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Non, je me suis trompé, certainement. 1, 0, 1. Pardon, 0, 1, 0. Et ensuite, il pend. Une fois que je l'ai attrapé par sa tête, mis dans l'arbre, à l'endroit où est la main, à cet endroit-là, le mot n'est plus dans l'arbre. Ce qui est en bleu pendouille. Ben, ce que j'appelle le suffixe rouge que j'ai écrit, j'appelle ça le préf comme préfixe, mais vous avez vu, j'ai mis une flèche vers la gauche à préf. Vous avez vu, il y a une flèche sur la gauche. Pour dire, cette fois, je ne le lis pas comme d'habitude, j'ai mis une flèche pour dire que je le lis autrement. Non mais là tu l'as écrit dans l'autre sens, donc c'est le préfixe du mot retourné. Infini vers la droite. Si tu veux, le préfixe quand je lis de droite à gauche. C'est pour ça que j'ai mis une flèche. C'est pas le retourné du suffixe, c'est le préfixe du retourné. C'est comme ça qu'on a choisi de le dire. On peut discuter très très longtemps sur la manière de le dire. On s'est arrêté à celle-ci. Donc voilà, une fois que j'ai défini, une fois qu'on a donc ce mot UN, vous l'insérez dans l'arbre, vous regardez par où il sort, ça vous définit une feuille, à cette feuille est associée une proba, une Bernoulli sur 0,1, et bien c'est elle qui commande la loi de la lettre qui vient après UN. Ok? Donc voilà comment est définie une VLMC. Alors pour reprendre les exemples que j'avais tout à l'heure, si l'arbre de départ c'est le peigne gauche qui est dessiné à gauche, eh bien c'est cet arbre-là qui commande la longueur du dernier run de 0. Vous voyez bien, si votre mot UN sort à cet endroit-là, c'est qu'il terminait par 0, 0, 0, 1. Ou plutôt, pop, 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 1, 0, 0, 0. Si vous regardez son dernier run, que ce soit un run de 0 ou un run de 1, alors c'est le double peigne qui est dessiné au milieu qui va commander cette chose-là. Si vous voulez regarder le dernier motif, un run de 0 suivi d'un run de 1 suivi d'un run de 0, et ensuite des 1, eh bien c'est ce peigne gauche de peigne droit qui va commander la transition. Enfin, c'est cet arbre-là qui pilote. Donc voilà pour quelques exemples. Et la question qu'on se pose, eh bien voilà, cette chaîne de Markov, qui est une chaîne de Markov, une brave chaîne de Markov sur un ensemble non dénombrable, d'accord, que sont les mots infinis à gauche, eh bien, est-ce qu'une chaîne de Markov comme celle-là admet une mesure de probabilité stationnaire? Et si oui, combien, ou plutôt à quoi ressemble le convexe de ces mesures stationnaires?
Voilà la question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça veut dire quel convexe? Quelle dimension? C'est toujours un convexe, l'ensemble des mesures stationnaires, d'un machin comme ça. Ah, ça dit tout. Quelle est la dimension du convexe, si tu veux? Les extréments. Par exemple. On va pas aller jusque-là aujourd'hui. Voilà la question. Ouais. Alors, les hypothèses de Philippe Duchon. Voilà, l'arbre, on ne veut pas qu'il soit trop gros. C'est-à-dire qu'on va demander est-ce que l'arbre de contexte n'est qu'un nombre fini de branches infinies. Un nombre dénombrable de branches infinies. Par exemple, l'arbre complet, dans lequel on prendrait tout l'arbre binaire, celui-là est interdit, il est trop gros. Parce qu'on a un ensemble non dénombrable de branches infinies, comme chacun sait. Voilà. Et ensuite, une hypothèse qu'on se donne, c'est que les probas, vous savez, les Bernoulli qu'on met aux feuilles de tout l'arbre des contextes, on va demander est-ce qu'elles soient non triviales, est-ce qu'elles soient toujours strictement positives, elles ne valent jamais ni 0 ni 1. Sinon, c'est une espèce d'hypothèse d'irréductibilité. Si ça peut valoir un milliardième, ça m'est égal, mais pas 0. Bon, c'est un peu en dessus de nos forces. Si jamais on ne suppose pas ce truc-là, on a décidé qu'on ne savait pas faire. Voilà. Une petite remarque, si l'arbre est de hauteur finie, bien sûr, on a une brave chaîne de Markov d'ordre la hauteur de l'arbre, par exemple, et là, il n'y a rien à dire, la théorie de Paraphobénus embarque tout, et on n'a pas de question. Alors, je vous amène à essayer de voir à quoi ressemble une mesure stationnaire. Donc, ce qu'on va faire là, pendant un petit moment est extrêmement naïf. À quoi ressemble une probabilité stationnaire sur L? Oui, ce que j'appelle L, c'est L comme left, c'est les mots infinis à gauche. Alors bien sûr, l'attribut qu'on regarde sur L, c'est l'attribut produit, donc bien sûr qu'une mesure stationnaire va être déterminée par les cylindres sur les mots finis, et machin comme ça. Ça, c'est pas très intéressant. En tout cas, une mesure invariante sera déterminée par ses valeurs sur tous les mots finis. Mais on a mieux que ça. La toute première remarque à faire est la suivante. Supposez que vous ayez un mot qui s'écrive... un mot fini qui s'écrive... comme j'ai écrit là-haut, une lettre alpha suivie d'un mot E que j'ai appelé non interne. Ce qu'on appelle un nœud interne, ça veut dire strictement interne à l'arbre. Dans l'arbre, vous avez les nœuds internes, vous avez les contextes qui sont les feuilles, et vous avez les mots externes, qui sont tous les mots qui sont à l'extérieur de l'arbre. Donc voilà le vocabulaire que j'utilise. Interne, contexte, externe, interne voulant dire strictement interne à la anglophone. Alors je vais supposer que, voilà, prenez un mot fini qui s'écrive une lettre suivie d'un mot non interne. Alors, quand vous calculez sa proba invariante, alors voilà, là, Philippe va être très content de voir qu'il y a des barres partout maintenant. Ah, parce que c'est le miroir. Comment tu dis? Le bar, c'est le miroir. Le bar, c'est le miroir, oui. Ce que je note avec une barre, c'est lit dans l'autre sens. Voilà, c'est celui-là. Voilà ce que ça veut dire, barre. Ça va comme ça? C'est pour les mots finis. Ben, ce truc-là, bien sûr, c'est la probabilité. Pour que, puisque la mesure est invariante, je vais même l'écrire comme ça. C'est la probabilité que U1, par exemple, puisque la loi de U0, la loi de U1, la loi de U2 sont toutes les mêmes, puisque la proba est invariante. La probabilité, je marque sous pi ici, c'est-à-dire supposons que le tout premier mot infini à gauche, U0, soit jeté selon la loi pi, qui est réputée stationnaire. Voilà, alors ça, je l'écris en conditionnant. C'est la probabilité que U1 finisse par E bar alpha, sachant que U0 finit par E bar, et puis je multiplie par la probabilité que U0 finisse par E bar. Eh bien, cette affaire-là, c'est exactement ce qu'on a appelé Q, pref à E de alpha. Ce E, puisqu'il n'est pas interne, il sort, il a bien un pref, ce E en question. Okay, quand on fait pendre tout le mot U0 dans l'arbre, le E sort. Plutôt, ce mot U0 sort, on sort de l'arbre avant la fin de E. Donc ce mot-là est bien défini. Et puis ça, c'est exactement la probabilité que U0 finisse par E, bien c'est pi du cylindre LE bar, puisque pi est une mesure invariante, stationnaire. La loi de U0, la loi de U1, la loi de U2, tout ça, c'est la même loi. Voilà, alors c'est ça que j'ai essayé d'écrire en rouge.
le bilan de cette affaire-là, c'est que si votre mot s'écrit une lettre suivie d'un mot non interne, alors la proba de ce cylindre-là se casse en deux. C'est un Q multiplié par la proba du mot non interne. Ok? Voilà, chose toute simple qui vient immédiatement de la définition de la VLMC. Et alors, l'idée, bien sûr, est d'essayer d'itérer cette chose-là. Non seulement de l'itérer, mais de l'itérer de manière optimale. C'est là qu'on arrive sur l'espèce de tout premier machin. On a mis un temps fou à dégager cette notion-là, mais... Celui-ci? C'est l'invariance par la chaîne de Markov. Par une transition. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompé, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? C'est juste l'invariance par une transition de la chaîne. Voilà, c'est ça. Je pense que la matrice est de dimension infinie. La matrice, ah oui, mais la matrice de quoi? De la chaîne de Markov? Il y a une matrice étiquetée par les feuilles de là, Oui. qui est Q, E, A. La matrice des Q, tu veux dire? C'est ça? Quelle matrice? Il y a la matrice, il y a deux matrices. La matrice des feuilles à laquelle tu rajoutes 0 et tu vois quelle autre feuille donne, et feuille à laquelle tu rajoutes 1. Est-ce que tu es sûr que ça donne une autre feuille? Si tu fais ton opération. Mais bref, ça veut dire que tu les remontes jusqu'à voir. À condition que tu puisses. Le preuve d'un mot interne, il n'est pas défini. Mais tu l'as suspendu Parce que tout à l'heure, je pouvais le suspendre. Mon mot infini, je pouvais le suspendre. Mais si tu prends un contexte, quand tu les têtes, peut-être tu ne pourras plus le suspendre, tu ne sais pas. Donc la matrice dont tu parles, je ne sais pas très bien laquelle c'est. Dans certaines classes d'arbres qu'on appelle les arbres stables, qui sont stables par étêtage justement. Si je prends un élément de l'arbre, je coupe, je les tête, je reste dans l'arbre. Là, d'accord. Là, il y aura une matrice, celle dont tu parles, mais en général, il n'y en a pas. Non, bref, oui, ok. Ok. J'étais en train de dire quoi? Je montrais ces trucs-là pour Mireille, c'est ça? C'est là que j'en étais? Oui. Voilà. L'idée était d'essayer d'itérer cette formule-là. Si jamais mon mot s'écrit une lettre suivie d'un mot non interne, je peux casser ma proba stationnaire, et j'essaie d'itérer ça de manière optimale. Alors je fais de la manière suivante. Si W est un mot fini, n'importe lequel, je l'écris de la forme suivante. Son plus grand suffixe interne, parmi tous ces suffixes, je regarde celui qui est le plus grand interne au sens de l'arbre. Ok? Je dis que W lui-même n'est pas un suffixe de W, c'est-à-dire que je veux qu'il y ait quand même une lettre. Autrement dit, j'écris de manière unique mon mot comme étant un préfixe non vide, P alpha, et puis le plus grand suffixe interne, qu'on va appeler GIS, comme Greatest Internal Suffix. Ok? On va appeler ce S le GIS de W. Et on va appeler alpha S le alpha GIS de W. Et ça, c'est une notion qui va finalement être centrale dans nos affaires. Excuse-moi, S, c'est ce qui dépasse quand tu suspends, c'est ça? Non. Quand tu as W, tu as ton mot W et tu les têtes, jusqu'à ce que tu trouves quelque chose d'interne. Qui peut être, le S peut être vide. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. J'avais aussi l'impression que si tu l'accrochais, c'était la partie qui était dans... Je ne dis pas que c'est UN qu'il faut que j'accroche. Là, je dis ce que c'est que le plus grand suffixe interne, le plus grand suffixe interne d'un mot W abstrait. N'essayez pas de savoir pour l'instant s'il est... Oui, je vais vous le montrer sur l'arbre, dans une petite seconde, si tu veux. Ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a dégagé cette idée-là, vous voyez, regardez votre mot tel qu'il est là. Vous avez des lettres, et puis le plus grand suffixe interne. Eh bien, la formule qu'on avait avant, tous les mots bêta 2, bêta 3, pop, 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 bêta 3, bêta 4, pop, 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 tous ces mots-là sont non internes. Je peux appliquer cette formule-là et itérer cette formule-là jusqu'à ce que je tombe sur alpha. Et c'est le sens de cette chose-là. Je prends mon mot, je prends son plus grand suffixe interne, et puis j'itère. J'ai toutes ces Q qui sortent, et il me reste à la fin la proba de l'alpha PG6, de l'alpha GIS, pardon, de mon mot W, le plus grand suffixe interne. Et ce que j'appelle cascade, c'est le produit de tous ces Q. Là, c'est simplement le fait d'itérer cette formule-ci. Où est-ce qu'elle est? Itérer cette formule, allons bon. Voilà. J'ai itéré cette formule-là autant que je pouvais, tant que le E qui restait était non interne.
Voilà ce qu'on obtient. Ce qu'on a appelé la formule des cascades. Si pi est une proba stationnaire, alors vous avez cette formule-là. Je vais vous donner des exemples encore dans un tout petit moment, un tout petit instant encore pour les GIS. Ce que dit la formule des cascades... Non, j'attends encore un peu. Cette formule des cascades dit en particulier que votre proba stationnaire est complètement déterminée par ses valeurs sur les mots qu'on appelle alpha interne, sur les mots de la forme alpha S, où alpha est une lettre et S un mot interne. Je continue. Là on a une union disjointe. Si jamais vous avez un mot qui est interne, là dans l'arbre, il y a un mot qui est interne, et puis ce mot, eh bien, il est en dessus de plein d'autres contextes qui sont là. Là, il y a plein de contextes dont S est un préfixe, et je peux écrire une union disjointe. Cette union disjointe consistant à dire que, voilà, je dis que la probabilité de ce mot-là, qui est la probabilité de L S bar alpha, eh bien, je l'écris juste en disant que le cylindre formé sur S, c'est l'union disjointe des cylindres formés sur tous les contextes qui sont des enfants, qui sont des descendants de S. Donc ça, c'est une bête union disjointe, une formule de proba absolument stupide. Je somme sur tous les contextes qui commencent par S. Et là encore, parce que j'ai écrit cette chose-là, à cause de la formule la toute première formule des cascades, ça s'écrit encore QC de alpha multiplié par la proba de C. La proba de LC bar. Là encore, c'est un peu casse-pied parce qu'il y a des barres qui sortent, des trucs comme ça, on sait pas très bien, mais je me suis pas gouré dans le sens. J'ai beaucoup tourné ma langue dans ma bouche pour écrire ces formules-là. Il suffit de pas se gourer, quoi. Voilà. Tout ça pour dire que une proba stationnaire est déterminée par ses valeurs sur les contextes, sur les cylindres, sur les contextes. Je continue. Chaque fois que vous avez un cylindre sur un contexte, vous l'écrivez comme tout à l'heure, P alpha S, où S c'est le GIS du cylindre en question, du contexte en question. Vous écrivez la formule de cascade, et ça vous dit au bout du compte, et c'est ça qui m'intéresse, vous oubliez les 5 dernières minutes où je vous ai juste fait des petites choses qui sont en fait des unions disjointes, des histoires de stationnarité, de mesure, qui sont des formules très 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 élémentaires. Tout ça pour dire que toute mesure stationnaire est déterminée par sa valeur sur les alpha GIS de contexte. Autrement dit, vous prenez tout l'arbre de la VLMC, cet arbre-là, il vous donne gratuitement tout un tas de contextes. De ces contextes, vous extrayez les GIS, ou plutôt les alpha GIS. Eh bien, toute mesure de proba va être déterminée par sa valeur sur les alpha GIS de contexte. Ceci. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, Bruno en voulait, en voici. Voici un exemple d'arbre. Arbre qu'on a appelé 1 arithmétique parce que ça fait 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, etc. Il est un peu bêtement construit, celui-là. C'est un arbre filamentaire. On prend le filament, en faisant pousser d'un côté un par un, et puis du côté des zéros, on fait grandir les runs, comme ça, et puis ensuite on laisse pousser les poils. On prend un filament, on laisse pousser les poils, et voilà ce que ça donne. Donc l'arbre de ma VLMC, le voici, et j'ai dessiné en rouge tous les contextes qui ont 0, 0 pour alpha PG6. Pour alpha GIS, pardon. Excusez-moi, je dis alpha PG6 parce qu'on dit alpha PG6 dans notre jargon, et puis on a décidé qu'on dirait alpha GIS pour dire en anglais directement, et puis j'ai du mal à m'y tenir. Voilà. Donc les plus grands suffixes internes. Donc ces contextes-là sont les contextes qui ont 0, 0 pour alpha GIS. Les contextes orange sont les contextes qui ont 1 pour alpha GIS. Les contextes bleus sont ceux qui ont 1, 0, 1 pour alpha GIS, et voilà. Donc voilà un exemple d'arbre dans lequel il y a un ensemble fini d'alpha GIS de contexte. Voilà un autre exemple d'arbre. J'ai dessiné en rouge tous les contextes qui ont 1, 1 pour alpha GIS. Celui-là? Pourquoi ça... C'est pas un alpha GIS, c'est un contexte. Je vous explique quel est son alpha GIS. Je vous calcule son alpha GIS. D'accord. C'est 0, 1, 0, 0, 0. Voilà le mot que tu regardes, c'est ça?
Le mot que tu regardes, c'est celui-là. Celui que le mot de... C'est celui-là, le mot du patron. C'est lui. Eh bien, je regarde là-dedans, quel est son plus grand suffixe interne. Je regarde 1, je regarde 1000. 1000, il sort quand on l'accroche. Il sort en haut, par l'orange du haut. Donc il n'est pas interne. 0, 0, 0, il sort. Ok ? 0, 0, 0, il sort là. Plouf, plouf. Quand vous mettez 0, 0, il sort. Quand vous mettez 0, 0, il sort encore. Il sort jusque-là, il n'est pas interne. Et donc le plus grand suffixe interne, c'est 0. Mais donc, on pourrait toujours s'appeler le plus grand suffixe interne. Le plus grand suffixe interne, c'est 0. C'est le seul suffixe qui touche à une feuille. Pas toujours. Et du coup, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'accroche, et tu vois... Attends, pourquoi c'est pas toujours le suffixe qui touche une feuille? Pourquoi qu'il touche une feuille? Zero, Pour sortir, tu sors par une feuille, non? Oui, mais ça doit bien arriver à une feuille. ça arrive à une feuille, si tu veux, c'est le plus grand. Non, ça arrive... Non, c'est même pas toujours vrai, ça. Il arrive que ce ne soit pas à une feuille que ça sorte. Peut-être qu'on pourrait en trouver là-dedans. Bon, j'aurais dû faire plus d'exemples, peut-être. En tout cas, voilà. Le plus grand suffixe interne, il est ici. Et l'alphagis, eh bien, c'est 0, 0. Je prends le plus grand suffixe interne et je garde la lettre qui était juste avant. Ce sont ces gens-là qui m'intéressent. Ça va, l'exemple? Je ne comprends pas, par exemple, les jeunes. Qu'est-ce que je fais avec les jeunes? Les jeunes, les jeunes, ni de gauche ou de droite, c'est pas un truc standard. Dicte-moi le premier jaune, là-haut. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Non, il n'y a qu'un seul 1, il n'y a pas de 1. Nicolas, il reste pas beaucoup de temps, alors il faut que tu décides ce que tu veux raconter. Non, mais t'as le droit de... C'est quoi le deadline, dis-moi? J'ai 5 minutes? Ouais, 5 minutes. Ça va, c'est le premier. Bon, tu te débrouilles. Tu fais le calcul. Voilà un autre exemple qui est le peigne gauche de peigne gauche, dans lequel voilà, j'ai réparti encore par couleur les contextes selon leur alphagis. Ah. Une dernière formule, je refais comme tout à l'heure. Je prends un alphagis de contexte cette fois, donc ces espèces de suffixes là. Je suppose que alpha est un alphagis de contexte, et là encore, je lui applique une formule d'union disjointe, absolument simple, en regardant, puisque S est un mot interne, je regarde tous les contextes qui ont S comme préfixe, j'écris ma formule, je réordonne selon les alphagis sur lesquels je tombe, et là encore une fois, c'est une formule absolument élémentaire, mais je vous dis juste comment est-ce qu'on peut la lire. La probabilité comme ça, ou la mesure d'un alphagis de contexte s'écrit de cette manière-là, comme étant une combinaison linéaire à coefficient que j'ai noté grand Q, combinaison linéaire de tous les autres alphagis de contexte. Là, je fais une somme sur tous les alphagis de contexte de l'arbre, tous les alphagis de contexte. Et autrement dit, ce que dit cette chose-là, c'est que le vecteur formé des probas des alphagis de contexte apparaît comme un vecteur fixe à gauche d'une grosse matrice, dont voici les coefficients. Ça sont des sommes, finies ou pas d'ailleurs. Les cascades, ce sont les produits de Q qu'on a vu tout à l'heure. Tout ça sont cette matrice grand Q, ça vient seulement des données. Ce sont des produits de petits Q, fichus comme il faut, qui dépendent de la combinatoire de l'arbre. Voilà. Voilà ce que dit ce calcul. C'est statistique. Comment? Matrice statistique. Non, pas toujours. Un dernier point de vocabulaire. Vous voyez, je reprends cet arbre-là. Lorsque les sommes des cascades des contextes rouges convergent, ben je dis que la série des cascades rouges converge. Lorsque la somme des cascades des contextes jaunes converge, je dis que la série des cascades des contextes jaunes converge. Et lorsque toutes les séries des cascades à alphagis donné convergent, ben je dis que les séries des cascades convergent. C'est une hypothèse qui est donnée par la géométrie de l'arbre d'une part et les valeurs des Q d'autre part. C'est une hypothèse qui vient des données.
Et enfin, un énoncé. Heureusement, parce que Jean-François a commencé à trouver que c'était un peu long. Voilà l'énoncé auquel on est arrivé. D'abord, si la VLMC admet une probabilité stationnaire, alors d'une part, les séries de cascades convergent. C'était voilà l'hypothèse qui était là. Vous regardez les cascades rouges, les séries de cascades convergent. Et par ailleurs, le vecteur formé des probas des cylindres formés sur les alphagis de contexte est un vecteur fixe à gauche de Q, et ce vecteur-là est forcément sommable. On aurait rêvé que cette seule condition, la série de cascades converge, c'est une condition suffisante et nécessaire pour qu'il existe une unique proba stationnaire sur la VLMC. Eh bien, la réponse est que ce n'est pas du tout vrai. La vie est un peu plus compliquée que ça. Si on suppose que les séries de cascades convergent, alors on a une bijection entre d'un côté les mesures sur L, le moins infini à gauche, donc les mesures dont on cherche, parmi lesquelles on cherche des probas stationnaires, des mesures sigma fini stationnaires d'un côté, et de l'autre, les vecteurs fixes à gauche de cette matrice Q. Alors, on aurait aussi rêvé, une fois qu'on avait écrit ça, que cette bijection échange d'un côté les probas stationnaires, et les mesures finies, et de l'autre côté les vecteurs sommables. Eh bien, c'est pas du tout vrai. On peut très bien avoir un vecteur sommable, remonter cette proba ici en une proba sur L tout entier, et pour autant obtenir ici une mesure sigma finie qui ne soit pas une mesure de proba. Il me reste 0. Je suis en temps négatif, c'est ça. Mais ça tombe bien, j'ai fini. Voilà. Alors le cas sympathique, bien sûr, est celui où Q est de dimension finie, parce que lorsque Q est de dimension finie, cette brave matrice-là a pour elle tout l'algèbre linéaire, et donc savoir si une matrice de dimension finie a un vecteur propre, un vecteur fixe à gauche, c'est quelque chose qui n'est pas très compliqué. Et puis, le cas des arbres stables qu'évoquait, sans le dire tout à l'heure, Andrea. Donc un arbre stable, c'est un arbre stable par étage. Quand vous prenez un nœud dans l'arbre, vous lui coupez la tête, ça fait remonter un coup. Si vous êtes encore dans l'arbre, et que vous faites ça pour tous les mots de l'arbre, alors l'arbre est réputé stable. Stable par le shift, ça veut dire simplement. Mais dans le cas des arbres stables, alors la matrice Q est stochastique. On peut l'interpréter, d'ailleurs on sait l'interpréter en termes markoviens, avec les alphagistes, en termes semi-Markov. Bon, je passe. Elle est aussi irréductible. Et dans le cas où l'arbre lui-même est stable, et dans le cas où on a un alphagiste de contexte, alors on a l'énoncé dont on rêvait, à savoir la série des cascades converge, si et seulement si il existe une unique mesure stationnaire. C'est seulement dans ce cas qu'on a le théorème dont on rêvait. Et j'ai terminé. Petite question pour la route? Ouais, page 26. C'est ça là? Non, c'est la suivante. Ah, merci. C'est tout? Bon. Bah, merci beaucoup.